Il est 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée LFI au Parlement européen. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Manon Aubry. Bonjour Sonia Mabrouk. Le président ukrainien Zelensky, hier à Paris, il demande à ses alliés des avions de chasse. Faut-il franchir ce cap, Manon Aubry, et les lui fournir ? Déjà, il faut continuer à les soutenir financièrement. Logistiquement, comme on l'a fait, moi j'ai voté au Parlement européen un certain nombre de résolutions dans ce sens. Et s'agissant de l'aide militaire, je pense qu'on en a déjà fourni un certain nombre jusqu'à présent. La question qui est posée des avions de chasse, elle est complexe pour être honnête. Je crois que même le gouvernement, Emmanuel Macron, était partagé sur la question. Se pose la question du savoir-faire militaire, se pose la question de l'escalade qui va être créée aussi du côté de l'Ukraine. Donc c'est une question qu'il faut regarder avec attention. C'est difficile de fournir une réponse précise, ça dépend quelle est aussi l'utilisation derrière. Est-ce qu'on peut dire cela et en même temps, Manon Aubry affirmer, comme le dit le président Emmanuel Macron, Poutine doit perdre? Bien sûr. Le but de l'issue de la guerre, c'est d'abord de faire reculer Vladimir Poutine, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut trouver une issue diplomatique. C'est pour ça qu'on ne peut pas fournir une aide telle qu'elle soit logistique, militaire ou autre, sans derrière, dans un deuxième temps, prendre une initiative diplomatique. En vrai, on ne connaît pas d'issue à la guerre autre qu'un accord. Sinon, c'est la guerre totale. Sinon, c'est, je ne sais pas de combien de centaines de milliers de morts, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais vous entendez les critiques, certains qui disent que quand vous ne voulez pas, vous et d'autres, franchir ce cap, il y a un petit peu un parfum d'esprit munichois, disent certains. Absolument pas. Non, vous savez, je suis très à l'aise sur le sujet parce qu'au Parlement européen, il se trouve qu'on se prononce quasiment tous les mois sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Moi, j'ai voté quasiment l'ensemble des résolutions, soutenu militairement et logistiquement l'Ukraine. Après, la vérité, c'est que, dites-moi quelle autre issue il existe à une guerre entre deux États, qui plus est un État comme la Russie qui détient l'arme nucléaire, que à la fin on fait reculer Vladimir Poutine, on se met tous autour de la même table et fort de un certain succès militaire, on se pose la question de trouver un accord qui est signé par les deux parties et qui met fin à la guerre. Ça doit rester notre objectif et j'en appelle d'ailleurs l'Union européenne aujourd'hui à prendre une initiative diplomatique dans ce sens dans le cadre des discussions qui vont avoir lieu avec le Conseil européen. N'est-ce pas un vœu pieux? En tous les cas, l'appel est lancé, bien sûr. Manon Aubry, après ces bénéfices records de près de 20 milliards d'euros, le groupe Total s'exprime par la voix de son patron Patrick Pouyanné dans Le Parisien ce matin. Il se félicite de tels résultats qui permettront, dit-il, d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées. Est-ce que vous dites ce matin bravo? Je dis waouh, encore un super cocorico, un super gavage d'une grande entreprise multinationale. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, 19,5 milliards d'euros, c'est le record de bénéfices de l'histoire de Total. Et sur quoi ils ont fait ces bénéfices? Sur une idée nouvelle, extraordinaire? Non, ils ont fait ces bénéfices sur le prix de l'essence qui a explosé, sur la guerre en Ukraine, tiens, on en parlait, pendant que vous, alors je ne sais pas si vous avez une voiture, mais vous faisiez votre plein à plus de 100 euros, eh bien eux, ils ont fait des bénéfices records qui vont finir où? Dans la poche des actionnaires. Voilà, qui sont les actionnaires? Alors les actionnaires, vous allez me dire, il y a des actionnaires salariés. Je vais vous dire la réalité, 70% des salariés du groupe sont actionnaires de l'entreprise. Allez jusqu'au bout, Sonia Mabrouk. Combien vont toucher exactement les salariés de Total de ces bénéfices? Quel pourcentage selon vous? 7%. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Pouyanné. J'ai aussi lu avec beaucoup d'attention l'interview de Patrick Pouyanné dans Le Parisien. C'est 7%. Donc vous voyez, la question qui est posée derrière, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est au moment où on veut nous voler 2 ans de vie aux salariés. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux partager les richesses au sein de l'entreprise? Y compris, je vais vous dire, un exemple précis. Attendez, vous avez bien lu la même interview avec ce mois de salaire en plus, avec cette augmentation aussi de pourcentage, ça ne compte pas? Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on partage mieux les richesses. Quand je vois une entreprise... Mais Total n'est pas responsable du partage de la richesse en France et dans le monde. Ah ben bien sûr. C'est un groupe privé. Ah bon? Ah ben bien sûr que privé. Total... Ah oui. Alors là où vous avez raison, c'est qu'in fine, le premier responsable, c'est l'État. C'est à l'État de mieux partager les richesses. Et quand je vois qu'une entreprise comme Total, qui n'en est pas à son année record de bénéfices, vous savez, avant je travaillais pour l'ONG Total, l'ONG Oxfam, et ça serait une révélation. Ouais, scoop sur Europe 1. Chaque année, on regardait le niveau de bénéfices des entreprises du CAC 40. Et chaque année, en fait, on disait mais c'est encore un record. Et chaque année, on se posait la question mais comment c'est possible que des entreprises fassent autant de bénéfices et payent si peu d'impôts?
Et Total n'en est pas à son premier record. Total a payé Manon Aubry. Peu ou pas d'impôts en France, c'est vrai, en 2021, car il réalise, vous le savez mieux que moi, ses résultats à l'étranger. En 2022, ils paieront 200 millions en France et on peut rappeler qu'ils versent 2 milliards d'euros de taxes et cotisations sociales. Vous savez où est-ce qu'ils déclarent une grande partie de leurs bénéfices ? En tout cas, à l'étranger. Aux Pays-Bas. Alors, soit il y a beaucoup d'habitants aux Pays-Bas, soit ils ont découvert beaucoup de pétrole. Là aussi, ce sera un nouveau scoop sur Europe 1. Vous les accusez de quoi ? Dernière hypothèse, ça s'appelle du transfert artificiel de bénéfices. Tout simplement de l'évasion fiscale. Et oui, Total... Attendez, évasion ou optimisation ? Évasion fiscale. Évasion fiscale, c'est une accusation d'illégalité. Non, l'illégalité, c'est la fraude fiscale en droit. Ça s'appelle même l'abus de droit. Dans le cas de Total, ce qu'ils font concrètement, c'est ce que font la plupart des grandes entreprises multinationales, c'est transférer entre leurs filiales la valeur ajoutée qui est produite. De la France aux Pays-Bas, par exemple, mais pas seulement, de telle manière à ce qu'ils payent le moins d'impôts possible. Eh bien moi, je vais vous dire, j'en ai marre en fait que les grandes entreprises multinationales ne payent pas leur juste part d'impôt. Quand vous, Sonia Mabrouk, vous payez votre juste part d'impôt quand vous allez faire vos courses. Vous payez votre TVA. J'imagine vous fraudez pas. Mais vous ne voyez jamais le verre à moitié plein parfois. Total qui a rendu Manon Aubry 550 millions d'euros aux automobilistes français avec les différents rabais à la pompe. Ils n'y étaient pas obligés. Hein. Mais ils ont fait... Regardez les bénéfices qu'ils ont fait. Comment ça se fait qu'ils ont fait ? Ils ont rendu 550 millions et ils ont fait 19,5 milliards de bénéfices. Il faut que ça reste le grand méchant loup. Vous voulez qu'on fasse le pourcentage de ce qu'ils ont rendu par rapport à ce qu'ils ont fait de bénéfices ? Non, sérieusement. C'est pour ça que je disais derrière quelle question ça pose, qui est la question du partage de la valeur ajoutée. Si on augmente au total, au sein des grandes entreprises, la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée de ne serait-ce que 2 points. C'est pas grand-chose, sachant qu'une très grande partie va déjà aux actionnaires. Eh bien, vous savez quoi ? On comble le déficit des retraites de 12 milliards d'euros. Donc vous voyez que à la fin, c'est une question de choix politique. Et l'État, ces dernières années, a préféré taxer les gens qui nous écoutent là, les gens qui vont faire leurs courses, la CSG, les travailleurs, plutôt que les grandes entreprises multinationales. Et ça, franchement, c'est insupportable. Et c'est le débat sur la réforme des retraites, pas celui des salaires, qui est ouvert. Des actions plus radicales pourraient être décidées, Manon Aubry, pour s'opposer dans la rue à la réforme des retraites. D'ailleurs, il y a une nouvelle journée de mobilisation. Samedi. Exactement. Et puis, le 16 février. Vous êtes favorable au blocage du pays ? Moi, je suis favorable au retrait de la réforme des retraites. C'est pas ma question. Non, mais j'y arrive, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci à y répondre. Je suis favorable au retrait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on a essayé de s'opposer politiquement. On s'oppose à l'Assemblée nationale, on s'oppose dans la rue. 9 actifs sur 10 sont contre, 8 Français sur 10 sont contre, l'ensemble des syndicats sont contre. Et le gouvernement, il reste absolument sourd à tout ce qui se passe. Tel un bulldozer, il passe en force. Radicalité, blocage, coup de force. Vous savez, c'est même Laurent Berger de la CFDT, alors c'est pas le plus radical des syndicalistes, vous me l'accorderez, qui avait dit, et je m'en souviens, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement collectif, et il met en garde qu'il peut y avoir un risque que ça dégénère. Et pourquoi Laurent Berger, qui est plutôt connu comme étant quelqu'un tout à fait pas radical, pourquoi il lance l'avertissement ? C'est vrai que c'est le gouvernement qui pousse à la radicalité. Je vais même plus loin. Le gouvernement fait de la provocation. Mais vous n'en faites jamais. Il fait de la provocation. Non, Aubry, à la France Insoumise, est-ce que vous trouvez que j'ai fait de la provocation aujourd'hui ? On va venir au Parlement. Non. Nous, on est là pour s'opposer. Et quand eux, ils veulent voler les 2 meilleures années de la retraite pour les transformer en 2 pires années de la vie, eh bien, c'est eux qui font de la provocation. Mais là, pourquoi ce débat ne se tient pas ? Pourquoi vous ne voulez pas de ce débat à l'Assemblée nationale ? Mais on le veut. 30 000 amendements, 13 000, des virgules, des amendements qui se répètent. Sonia Mabrouk, je vous mets au défi. Allez, je vous mets au défi de me trouver un amendement sur la virgule. Je les ai lus hier. Alors, je vais vous dire, c'est déjà, première chose, ce n'est pas le texte qui a eu le plus d'amendements dans l'histoire du Parlement. Il y en a eu un où il y a eu 140 000 dans les années 2000 sur un texte énergétique. Donc, vous trouvez que c'est un argument, ça ? Non. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, qui est-ce qui contraint le débat ? C'est le gouvernement. Utiliser l'article 47.1, c'est un dévoiement de la Constitution. Attention. Il faut que les gens le sachent qui nous écoutent. Mais à cause de vos amendements, Manon Aubry, l'article 7 qui repousse l'âge de départ pourrait ne pas être étudié. Vous en savez ? Vous assumez ce choix ? Qu'est-ce que vous en savez ? On n'y est pas encore. Vous savez pourquoi autant d'amendements ont été déposés ? C'est pour être maître du temps. Non, vous êtes maître du cours des récré comme ça. Non, c'est pour être maître du temps. Vous savez ce qui se passe, c'est que à l'Assemblée nationale, en général,
final, comme la majorité est que très relative et plutôt une minorité, ils passent leur temps à compter les députés dans l'Assemblée et dès qu'ils ont une majorité, ce qui n'est pas toujours le cas, ils essaient de faire adopter et dès qu'ils sont en minorité, ils font durer les débats. Eh bien, c'est aujourd'hui le jeu que fait le gouvernement. Nous, notre rôle, c'est de nous opposer à cette réforme des retraites. Et je vous le dis, oui, on fera tout ce qu'on peut à l'Assemblée nationale, mais comment on peut imaginer qu'un texte aussi important que celui-là, qui engage notre avenir pour des décennies, il puisse être décidé sans vote. Et je le dis, Sonia Mabrouk, l'article 47.1, qui est un dévoiement de la Constitution, par ailleurs, c'est 50 jours minimum. Mais ça peut être plus. Rien n'empêche au gouvernement d'avoir le temps de prendre pour le débat. Et par exemple, ce week-end, ils ont refusé d'ouvrir les débats alors que ça aurait pu se poursuivre. Manon Aubry, si vous étiez député mais au Parlement français, est-ce que vous auriez, comme certains de vos collègues de la France Insoumise, allé jusqu'à applaudir la première prise de parole d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale ? Non, je ne l'aurais pas fait. Je vais vous dire plusieurs choses sur cette question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça aide pas notre famille politique en pleine bataille pour la réforme des retraites, où je pense que nous devons être unis. Rien que le fait qu'on en parle ce matin et qu'on prenne du temps d'interview, je pense que c'est pas une bonne chose et que ça peut faire diversion. Et puis même, applaudir, quelque part, ça brouille le message. Et ça contredit peut-être l'exclusion qui a été décidée par le groupe de 4 mois et qui aurait dû être claire, nette, tranchante, de manière à pouvoir ensuite passer à autre chose. Pour qui elle n'est pas claire? Pour lui-même? Pour Adrien Quatennens? Je ne sais pas, vous lui poserez la question, mais je vais au bout de ce que j'ai en tête. C'est... À la fin, moi, ce qui m'a le plus insupporté quand même, c'est La République En Marche et Aurore Berger qui donnaient des leçons. Moi, je me suis pas cachée sur le cas Quatennens et je vous ai donné mon avis. Mais Aurore Berger qui vient donner des leçons alors qu'ils ont sur leur banc un homme qui est accusé de viol avec préméditation, utilisation de drogue, il n'est pas Damien Abad. Il n'est pas condamné. Il est accusé par plusieurs femmes. Il est accusé par plusieurs femmes. Innocent. Et il est accusé. Je me dois de le rappeler. Il est accusé par plusieurs femmes. Ils auraient pu prendre des mesures conservatoires. Ils l'ont sans cesse défendu. Mais Monsieur Quatennens, il y a eu une décision. Il a été exclu du groupe. Il a été exclu du groupe. Il est revenu. Il a parlé. Eh bien, moi, je vous le dis, il ne parle pas au nom de notre groupe pendant ces quelques mois. Mais moi, je trouve ça insupportable que La République En Marche vienne donner des leçons. Ils n'ont rien dit sur le cas Abad. Alors, leur bonne leçon de morale, ça va, quoi. Vous avez fait de la violence faite aux femmes, et c'est important, un sujet majeur. Et je sais que, personnellement, au sein de votre parcours, Manon Aubry, c'est même un sujet structurant. Aujourd'hui, avec le cas Quatennens, vous n'êtes pas unis sur ce sujet. Quelle est la position de votre groupe aujourd'hui? La position du groupe, c'est qu'il soit exclu pendant 4 mois. Adrien Quatennens ne parle pas au nom de la France Insoumise. En gros, il est protégé par M. Mélenchon pour être là tranquillement. J'en sais rien, non, je pense pas, vous lui poserez la question, mais non, je pense pas. Il a été exclu, c'est la décision du groupe et je pense qu'il faut la respecter. Maintenant, je vous l'ai dit, ce qui a été fait, je pense que ça brouille le message. Après, la question, c'est comment on prend de la hauteur. Vous voyez bien que c'est des cas difficiles à traiter. Il faut une charte d'ailleurs. Il n'y a pas de manuel de gestion des violences sexistes et sexuelles qui existe. Donc, je pense qu'avec nos amis de la NUPES, ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons travailler collectivement pour avoir... Travailler, c'est-à-dire quoi? Se réunir entre vous ou alors quelque chose de commun à tous les partis? Quelque chose au moins de commun à tous les partis qui ont la lutte contre les violences sexistes et sexuelles chevillées au corps. Donc pour moi, c'est tous les partis de la NUPES. Ensemble, on doit définir... Les autres, vous avez le monopole de la défense des femmes. Pardon, mais ils ont refusé les investissements qui sont nécessaires. Par exemple, La République En Marche, ils ont refusé le 1 milliard d'euros qui est demandé par les associations. Il y a 40% des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles en France qui n'ont pas d'hébergement alors qu'elles sont menacées. Levé pour applaudir quelqu'un qui est condamné pour violence conjugale et vous regardez les autres. Je ne l'aurais pas fait. Donc je me sens très à l'aise de pouvoir critiquer La République En Marche et de dire que oui, sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ils n'ont aucune leçon à donner quand ils refusent les mesures en la matière et quand eux, ils ont dans leur banc Damien Abad et qu'ils ne disent rien. Maintenant, est-ce que nous, on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux et je vais même vous dire, on doit faire mieux, d'où ma proposition d'y travailler ensemble avec la NUPES. Une question sur un autre parlementaire, je vous amène décidément, vous êtes eurodéputé mais au Parlement français, Louis Boyard de la NUPES, qui a dit devant tout le Parlement, la police tue. Oui. Oui. Vous me dites oui? Oui, c'est vrai. La police tue. La police, donc la police. Des policiers ont tué, si vous préférez. La police tue en France. La police républicaine tue.
C'est vrai que des hommes et des femmes ont été tués par des policiers. Est-ce que l'ensemble des policiers tuent? Non. Je sais Est-ce pas, que des j'ai en policiers ont mémoire tué? que des Oui. policiers ont défendu surtout des citoyens C'est lors vrai, des attentats. vous avez raison. Ils ont eux-mêmes parfois pris et Vous souvent avez pris raison. des balles. Vous avez raison. Mais il y a aussi des policiers qui ont tué et des victimes de Et violences souvent, il y a policières. des enquêtes pour ça. Bien sûr, et il y a des enquêtes qui sont souvent mises au placard. Combien d'enquêtes de l'IGPN ont véritablement abouti? Donc il se pose aujourd'hui un problème. Vous l'auriez dit comme ça, la police tue? Moi j'aurais dit des policiers tuent. Non, c'est une nuance importante. Oui, si. après non, je pense qu'on peut pas jouer sur les mots. À qui le dites-vous? Non, je pense qu'on peut pas jouer sur les mots et que vous voyez à la fin tout ça, ça crée quoi? Ça crée de la haine vis-à-vis de nos policiers. Non, ça crée de la défiance quand des hommes et des femmes ont peur des forces de police parce qu'ils ont peur pour leur sécurité alors qu'ils sont censés maintenir la sécurité. Gardien de la paix, d'ailleurs, c'est un autre nom de policier, c'est un beau mot. Et je souhaite qu'on en revienne à une police apaisée, mais pour ça suppose de prendre sérieusement les cas de violence policière. Non, les cas de violence policière n'ont pas été pris sérieusement. On peut saluer d'ailleurs combien les manifestations se sont bien passées grâce à nos forces de l'ordre. Vous voyez, ça vous ennuie un peu, du coup, vous n'avez rien à raconter. Non, ça s'est bien passé grâce aux manifestants. C'est pas à moi de raconter. Non, mais je sais qu'en général, ça peut faire un peu les choux gras de se dire il y a eu des violences. Non, et d'ailleurs, je vous le dis, samedi, il y a une grande manif. C'est moi qui vous dis, est-ce que vous saluez justement le bon déroulement de ces manifestations? Mais bien sûr que je salue. Mais j'espère que samedi, il y aura encore plus de monde. Et cette fois-ci, on vient avec les parents, les copains, les enfants, son chien, son chat. Vous-même, Sonia Mabrouk, vous êtes la bienvenue pour venir en manif. Et plus on est nombreux, plus à la fin, le gouvernement, il a des chances de céder. C'est un peu comme, vous savez, il y a l'OM qui a gagné hier contre le PSG. Donc, droit au but, il peut se passer des choses. Merci, on a compris pourquoi vous étiez. Merci Manon Aubry.